bien. On entame la session numéro 5, qui, comme vous l'avez vu, est consacrée aux tumeurs rares génito-urinaires. Alors, c'est une thématique qui nous a paru importante d'aborder au cours des derniers mois au sein de l'Alliance GETU-GAFU, parce que c'était sûrement quelque chose sur laquelle on ne s'était pas encore beaucoup interrogé en termes de perspectives de recherche et même de prise en charge au quotidien de nos patients. Donc on a réfléchi, c'est RCP et protocole de recherche prospective. Alors comme vous avez vu, c'est un sujet compliqué et donc il nous fallu beaucoup d'experts pour essayer de répondre aux questions qu'on va se poser. Il y a beaucoup plus de questions réellement que de réponses. Alors, on a sélectionné trois cas cliniques sur des thématiques des voies urinaires du rein et des testicules. Et donc, on va successivement aborder ces 3 points par l'intermédiaire de cas cliniques. Et on va commencer avec Cédric Pobel sur les tumeurs des voies urinaires. Bonjour à tous. Donc pour le premier cas, je vais vous parler d'un patient, on va l'appeler Pierre, un patient de 69 ans, qui est donc fumeur, 30 paquets années non sevrés, retraité, ancien pompier, qui est actif, fait de la marche, peu d'antécédents, une hypertension sous enalapril. L'histoire de la maladie, donc c'est un patient qui a eu initialement une RTUV, qui retrouvait une tumeur de la vessie infiltrant le muscle, du PT2, avec allistologie du carcinome urothélial, mais qui était minoritaire, seulement 30%, et épidermoïde 70%, donc une tumeur mixte, un variant rare mais mixte, confirmée par relecture anapath sur la relecture de cystologie un peu difficile. Un TDM-TAP d'extension qui retrouvait des anopathies pelviennes et rétropéritonéales. Il était en bon état général, PS1, une fonction rénale correcte. Et donc le traitement standard à ce moment-là était le cisplatine gemcitabine, 3 cycles réalisés, puis switch pour le carboplatine en raison d'une insuffisance rénale sous platine. Une maladie stable à la réévaluation en meilleure réponse. Et donc il a eu l'avelumab en maintenance, qui était le standard à l'époque. Au décours, une progression à 6 mois, une biopsie liquide qui est faite à ce moment-là avec l'ADN circulant, qui a retrouvé 2 mutations FGFR3, la R248C, la S249C qui est classique, amplification M2, et délétion CDK2A et B avec délétion de MTAP. Et donc les options disponibles étaient soit l'erdafitinib ou essai clinique avec un autre inhibiteur de FGFR, voire sélectif de FGFR3. Enfortumab vedotin qui était disponible en monothérapie, ou les inhibiteurs de PRMT5 dans le cadre d'essais cliniques à ce moment-là avec la délétion MTAP, ou autre essai clinique avec des ADC, TROP2 notamment, qui peut être ciblé dans la vessie. Après discussion avec le patient, donc on a privilégié l'enfortumab vedotin monothérapie, avec malheureusement à 3 mois une progression modérée, mais quand même une progression sur ces lésions ganglionnaires. Et donc début d'un inhibiteur FGFR non sélectif de FGFR3, avec là aussi une progression clinique rapide à 2 mois, donc un bénéfice assez faible, abstention thérapeutique au décours, il n'y avait pas d'essai ouvert pour les délétions MTAP à ce moment-là, enfin la cohorte n'était pas ouverte. Et donc les questions qui se posent, c'est donc des variants rares qui sont difficiles à traiter, le carcinome épidermoïde qui fait partie des plus fréquents, souvent des formes mixtes, qui peuvent avoir des bonnes réponses aux platines et immuno, donc qui ont des moins bonnes réponses que les carcinomes urothéliaux classiques, surtout pour les formes pures. Et la question, c'est est-ce que ça répond à l'enfortumab vedotin pembrolizumab en première ligne, avec certains variants qui expriment la nectine 4 et un micro-environnement immunitaire qui peut répondre à l'immunothérapie, notamment les épidermoïdes. Voilà. Très bien, merci pour ce cas, Cédric. Nous avons donc quelques minutes pour discuter. Alors peut-être pour commencer, Yves, carcinome épidermoïde prédominant chez ce patient. Quels seraient un peu tes commentaires? On voit bien là dans les RCP qu'on fait régulièrement qu'on voit assez souvent ces patients entre un fort pourcentage, voire 100%. C'est les mêmes qui évoluent progressivement en pourcentage progressif, ou il y a vraiment des formes exclusives? Comment tu vois les choses? Je pense que
faut redire en fait, en tout cas actuellement, on sépare comme deux entités différentes, les carcinomes épidermoïdes purs, du coup pour lesquels il n'y a pas d'AMM, toutes celles qu'on a vues, là, qui ont été déclinées. Donc l'enjeu pour nous, il est vraiment de faire la part entre est-ce qu'on est un carcinome épithélial avec une divergence malpighienne, c'est plutôt les termes qu'on utilise dans notre spécialité, versus un carcinome épithélial. Donc on évite en fait de dire qu'il y a du carcinome épithélial et du carcinome épithélial, on essaye de dire carcinome épithélial avec divergence et on donne le pourcentage. Donc ça peut arriver dans les RCP qu'effectivement ce ne soit pas si clair que ça dans le compte-rendu. C'est dans ces cas-là qu'on va demander à revoir pour voir si on est dans le cas du carcinome épithélial. Alors après, le pourcentage, je pense qu'il est indispensable que ça apparaisse parce que quand même, globalement, on a l'impression qu'au-delà de 50%, ça se passe plus mal. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu dans Vesper, mais il y a d'autres indications là-dessus. Donc je pense qu'on peut recommander ça quand même en termes d'anapat. Et puis, voilà, après, si tu m'emmènes sur le côté de la Nectin-4 pour ces sous-types-là, on n'a pas encore de données, on va dire, très solides, en fait. C'est-à-dire, les seules données, ce serait d'avoir une cohorte de patients avec ce sous-type prédominant et puis de connaître l'expression de Nectin-4 chez ces patients avec l'anticorps de l'industriel, ce qui n'est pas disponible, et puis de voir comment ils évoluent. Ça serait vraiment c'est le juge de paix. Donc, pour l'instant, on n'a que des bouts d'informations, des petites sous-études. On a les Allemands qui ont fait, quand même, en termes d'anapat, qui ont montré qu'a priori, les risques pour avoir, dans les 20% là, d'urothéliaux qui n'expriment pas la Nectin-4, les malpighiens peuvent en faire partie quand même. Les sarcomatoïdes également, et les neuroendocrines encore plus souvent. Donc, on ne sait pas quoi faire de ces informations, puisqu'on n'a pas l'évolution sous traitement, mais c'est vrai qu'il y a une discussion de l'intérêt ou pas d'avoir une immunohistochimie Nectin-4 dans des cas difficiles, comme ça, pour aider la décision, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'évidence. Juste une remarque de chirurgien, parce que là, on n'est pas sur des pièces de cystectomie, on est sur un patient qui a été réséqué. Et du coup, nous, on est toujours un petit peu gênés parce qu'on ne résèque pas généralement la totalité de la tumeur, on résèque une partie, souvent la partie exophytique. Est-ce que ce pourcentage, du coup, est fiable? Est-ce que... Non, alors en fait, bien sûr, il y a une dissociation. L'examen est meilleur sur la cystectomie. Par contre, l'information importante, c'était qu'il n'est pas pur, que ce n'est pas un épidermoïde pur. Donc le problème, c'est plutôt dans les cas où, sur la résection, on n'a que de l'épidermoïde et où, en fait, on ne peut jamais être sûr que c'est un épidermoïde pur ou que ce n'est pas un urothélial avec prédominance d'une divergence malpighienne. Donc là, à la limite, chez ce patient, on avait l'information principale. Mais le pourcentage, bien sûr, il serait sans doute différent si on était sur la pièce. Très bien. Juste le petit commentaire, puis je te laisse la parole après, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, dans ce cas, c'est que les mutations FGFR3, elles sont plutôt associées à des tumeurs qui sont papillaires, endophytiques, croissance inversée, etc. Mais dans des grandes séries, on peut en trouver dans les formes avec malpighienne. Et donc, alors après, ça marche pas, j'en sais rien, mais moi, mon message, c'est qu'on ne doit pas se filtrer, en fait, sur la morphologie ou sur l'immunohistochimie pour faire le testing FGFR3, mais qui doit être proposé à tous les patients qui sont éligibles à l'inhibiteur d'FGFR. Voilà. Je trouve que c'est une bonne illustration de ça. Avec malheureusement un patient là, qui n'a pas répondu finalement à grand-chose dans toute l'histoire thérapeutique. C'est pas une très belle histoire. Oui, peut-être un commentaire qui, à mon avis, va être commun aux 3 dossiers qu'on va discuter. On voit l'importance là de la biopsie liquide que tu viens d'évoquer pour potentiellement nous donner l'opportunité d'offrir une autre ressource thérapeutique à ce patient. L'importance de développer des programmes académiques, parce qu'on l'a évoqué, ça ne sera probablement pas fait par les industriels, et donc le GTUC de se saisir de ça. Et puis peut-être, pour faire le lien avec la discussion de ce matin, de se dire, dans des entités rares, notre capacité à terme avoir des essais avec des bras simulés, ou en tout cas pousser de la recherche prospective sur des histologies rares qui ne nous permettent pas de faire des essais randomisés. Ça, je pense que les 3 dossiers vont nous le montrer. Il faut aussi qu'en tant que GTUC, on arrive à se positionner, à être innovant pour générer des données prospectives, quitte à avoir des bras contrôle qui seront des bras simulés. Tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Et puis en plus, également, tout ce qui est relecture, NAPAT, donc avec tous les réseaux qu'on a mis en place, CARA dans la vessie, et dans les ACUP, on en parlait tout à l'heure aussi. Donc c'est vraiment des dossiers compliqués. On voit que le pronostic est très très mauvais. Alors tout à l'heure on en parlait, c'est vrai que sur le plan thérapeutique, je ne sais pas si on aborde tout de suite la thérapeutique ou on attend un peu. Sur la thérapeutique, c'est vrai qu'on s'était dit qu'un épidermoïde, est-ce qu'on fait comme si c'était un épidermoïde?
Alors nous, hier, on avait une biblio sur l'ORL, donc avec le TPF et le TIPEX. Donc on s'est dit, est-ce qu'éventuellement on partirait plutôt sur ce type de protocole ou pas? Je ne sais pas si... Alors le patient, il ne m'a pas l'air forcément très fit. Enfin, tu avais pas mal de comorbidités. Est-ce qu'éventuellement il peut supporter ce type de traitement-là? Mais c'est vrai qu'au départ, sur ton protocole, je crois que c'était du carboplatine Gemza. Ça n'a pas marché très très longtemps. Donc voilà la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça pose vraiment un réel souci, je trouve, pour la vessie en particulier, et toutes ces formes progressives de l'urothélial vers divergence, parce que vous avez retenu, il ne faut plus parler de variants. Donc, les variants, c'est pour la génétique, et pour la napate, c'est de la divergence. Donc, plus la divergence est importante, et plus on a l'impression quand même que le pronostic se péjore, oui, ça doit se dire, se péjore, et donc que nos thérapeutiques classiques sont moins efficaces. Et donc ça revient effectivement à ce que tu disais sur le fait que il faut essayer de faire des études prospectives pour ces patients. Est-ce que vous avez dans la salle, pour ces tumeurs rares, des voies urinaires, vessie ou voies excrétrices supérieures, parce que ça arrive aussi, des commentaires? Non, moi je voulais parler d'opportunités parce qu'on a quand même eu tout un travail grâce à ce qui avait été fait dans Vesper sur les anapathes et donc les divergences histologiques, si on n'a plus le droit de dire variants. Et donc en pratique, EV-Pimbro, on voit que les résultats sont intéressants même lorsqu'il y a ces divergences histologiques. Donc en pratique, est-ce que l'accès précoce, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des travaux académiques en France où on a la chance d'avoir ce réseau uropathologique qui permet de correctement typer ces tumeurs? Ça serait bien. Non, mais c'est vrai, hein, vous êtes d'accord? Marine? Oui, juste pour rebondir sur le réseau anapathe, effectivement de qualité sur le rein, on le sait largement. Interpellation à Yves, parce que c'est vrai qu'on voit dans les RCP Aventure, on a quand même de plus en plus de cas, probablement plus que ce qu'on pouvait espérer ou attendre au départ. Et on va vite être confronté effectivement avec le compte-rendu anapathe et cette lecture. Est-ce qu'il est prévu que l'expertise de Carrare soit étendue en anapathe à la vessie? Alors, on a commencé dans la vessie, on est à 4 pathologistes, enfin 4 pathologistes en fait à être impliqués. Donc c'est sûr que c'est pas le même dimensionnement. Donc j'ai pas réussi à motiver, on va dire, en première instance tous les anapathes de Carrare pour qu'ils basculent sur la vessie, mais effectivement le problème se posera sans doute. Avec les premiers retours, c'est qu'en fait, on a des fois des trucs très simples où il y a des grosses erreurs, quoi. Voilà, donc, non, mais je caricature un petit peu, mais la question de l'épidermoïde pur par rapport à l'urothélial avec divergence, c'est une vraie question avec des enjeux thérapeutiques quand même, qui sont présents. La notion, quand on a un épidermoïde, savoir s'il est HPV ou pas, enfin des trucs très... En fait, déjà en faisant le ménage là-dedans, on rend service aux patients, quoi. Donc il y a une vraie question. Mais c'est vrai que Sarah Péricard à Toulouse, il y a Jacqueline Fontune avec moi, et puis mon collègue de Bordeaux également qui est impliqué. Bon, on va élargir, il n'y a pas de problème. Alors, juste peut-être aussi une remarque importante, c'est que là on est sur un cas métastatique, donc bien sûr on tente des stratégies. En se disant qu'il faut bien tenter quelque chose. Je pense que la discussion elle est un petit peu différente quand on est en situation néo-adjuvante. On est chez des patients qui peuvent être traités par un traitement local. Et là, je crois qu'on s'accorde tous à dire que quand c'est de l'épidermoïde pur, on a envie de faire une chirurgie d'emblée et de surtout pas perdre de temps à faire un traitement néo-adjuvant. Quand il y a un contingent urothélial, c'est toujours un peu contestable. Est-ce qu'on tente quand même de faire cette chimio néo-adj en se disant on agit quand même sur le contingent urothélial? C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué en RCP. Très bonne question. Rétrospectivement, dans Vesper, on avait quand même l'impression qu'on rendait plutôt service à ces patients en faisant du néo-adj et que voilà, ils ne dégradaient pas complètement leur courbe de survie. Voilà, donc après, quel est le seuil, effectivement? Est-ce qu'on se rapproche de 90, 95, 100%, il faut aller à la chirurgie, ou 80? Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et une des difficultés, par exemple, auxquelles je réfléchissais potentiellement sur l'accès précoce, c'est qu'on a souvent des anapathes de résection ou de cystectomie, et quid de la maladie métastatique? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une divergence. Est-ce que c'est l'urothélial qui agit? Est-ce que c'est la divergence qui devient prépondérante? Il faudrait quasiment avoir des biopsies au moment de la métastase pour corréler l'efficacité du traitement
médicale. Un petit commentaire, David, toi, sur le plan radiothérapie, tu dis avec ces divergences, tu verrais des choses... Alors, chez ce patient, effectivement, non. Nous, là, on n'est pas intervenu chez ce patient et on n'aurait pas pu avoir de valeur ajoutée. C'est vrai, comme vous l'avez dit, pour le traitement local, ça nous pose effectivement des questions. Jusqu'à quel seuil on se dit on y va pas. Dans le cadre plutôt de traitements trimodaux, pour le dire comme ça, on n'est pas forcément très à l'aise. Mais néanmoins, ce ne sont pas des contre-indications et on peut bien sûr proposer des traitements trimodaux, y compris chez ces patients, si c'est le souhait du patient, s'il a bien compris tous les enjeux. Là, chez ce patient métastatique, de fait, non. Merci David. Bien, merci beaucoup Cédric. On va enchaîner sur le deuxième cas clinique. Avec Émilien. Donc, bonjour à tous, moi je suis Émilien Billon, je suis oncologue médical à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Donc, moi j'ai pu avoir mon train, contrairement à Madame Gravis, et je vais vous présenter donc un cas clinique sur les tumeurs du rein et notamment sur les carcinomes chromophobes du rein. Et donc je vais vous présenter le cas d'un patient donc, de 61 ans, Monsieur G, qui a comme antécédent personnel donc, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie ancienne, non traitée, il n'avait pas de traitement particulier. Il a une allergie aux produits de contraste iodés, ce qui va expliquer la prise en charge et la surveillance particulière par la suite de son cas. Et c'est un patient qui a fumé pendant 6 ans, un demi-paquet par jour et actuellement sevré. C'est un patient qui a bénéficié donc, en août 2019 d'une néphrectomie élargique gauche devant la découverte d'une tumeur rénale. Et à l'histologie, on a répondu donc carcinome à cellules chromophobes de 7 cm, PT2A, et il avait été décidé donc, de réaliser une surveillance donc, par IRM abdominal et scanner thoracique non injecté. Dans les suites, en décembre 2020, au cours de la surveillance, on a noté l'apparition donc sur l'IRM de nodules péritonéaux et hépatiques multiples, non résécables, qui ont été biopsiés initialement et qui ont confirmé qu'il s'agissait donc d'une récidive du carcinome à cellules chromophobes. Sur le plan clinique, le patient est en excellent état général, 91 kg pour 1,77 m, Karnofsky 90%, et sur le plan clinique, il présentait uniquement des douleurs inguinales droites depuis environ 2 mois. Sur le plan biologique, absence d'anomalies biologiques particulières, notamment sur le plan de l'hémoglobine, des plaquettes, de la calcémie, et une fonction rénale globalement préservée avec un DFG à 45 ml par minute, donc classé IMDC favorable. Et ce patient a bénéficié d'une relecture centralisée, donc l'importance de la relecture centralisée comme on en discutait, qui a permis de confirmer qu'il s'agissait d'un carcinome à cellules chromophobes, donc avec un aspect typique, donc cellules avec monomorphes, un cytoplasme éosinophile, une absence de différenciation sarcomatoïde et présence d'une nécrose extensive. Et en immunohistochimie, donc la lésion, enfin les lames, donc on retrouvait donc un PAX8 positif, CD117 positif, CD7 positif, donc il confirmait le caractère chromophobe de cette tumeur rénale, absence de TFE3, catepsine ou CD20, donc pour éliminer certains diagnostics différentiels, maintien de l'expression de SDHB, de la fumarate hydratase. Il avait également eu une évaluation de l'expression de PD-L1, à la fois sur ces cellules tumorales et cellules immunitaires, qui était donc à 0%, donc un score CPS et TPS à 0%. Donc du coup, quelle stratégie thérapeutique on va pouvoir proposer à ce patient dans cette situation? Yves, un petit commentaire sur cette anapathe. Donc on le disait tout à l'heure, on a maintenant la chance d'avoir un réseau tumeurs rares cas rares qui typiquement relierait ce genre de dossier. Et en plus, on avait là la biopsie qui confirmait la récidive. Ouais. Donc, donc ça fait partie des histologies de la cellule claire, donc il doit être systématiquement validé quand on est en situation métastatique par cas rare. Ça fonctionne globalement bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un critère de mauvais pronostic sur l'histologie avec la nécrose, hein, qui est un des critères pronostiques péjoratifs dans le chromophobe. On n'a pas la différenciation sarcomatoïde, qui est l'autre critère péjoratif, et ça aura, c'est un impact, ça potentiellement peut avoir un impact chez ce patient, puisque quand on a une différenciation sarcomatoïde, généralement on a une réaction immunologique associée et qu'on n'a pas ici et qui se traduit par le fait qu'il n'y a pas du tout de PD-L1. Et généralement, les chromophobes, il n'y a pas du tout d'infiltrat lymphocytaire cytotoxique, en tout cas en histologie. Alors Stéphane, côté thérapeutique. Non,
Il y a les essais que tu as conduits avec des patients donc, avec composante chromophobe, avec pas un très grand nombre de patients, mais sous TKI immuno. Donc maintenant, est-ce qu'il faut mieux choisir TKI immuno versus TKI seul? Alors, les TKI qui avaient été utilisés auparavant dans les études précédentes, c'était des vieux, entre guillemets, des vieux TKI, Sutent, Pazopanib, etc. Pas forcément les nouveaux TKI de type Cabo ou Lenvatinib. Donc du coup, dans les associations, c'est à prendre en compte également. Là, le patient, c'est important, c'est que la NAPAT est vraiment très très bien décrite, et je te remercie, parce que du coup, on a pratiquement la réponse à toutes les questions potentielles. Il n'y a pas de sarcomatoïde. Alors dans les chromophobes, s'il y a un petit composant de sarcomatoïde, éventuellement, on pourrait proposer une immunothérapie. S'il n'y a pas de composant de sarcomatoïde, la question se pose de faire TKI monothérapie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence. Oui, donc les données monothérapie d'immuno sont très décevantes pour les chromophobes. Il y a des données pour lenvatinib plus pembrolizumab qu'on évoquait, avec ce qui est prendre le plus haut taux de réponse qu'on a eu pour ce type histologique, mais sur un tout petit nombre de tumeurs. Il y a aussi eu des données dans le passé lenvatinib et everolimus, donc peut-être que c'est le lenvatinib en tant que tel qui, en tant que puissant anti-angiogénique, a l'air de marcher. Et puis aujourd'hui, et malheureusement, on n'a pas pu vous faire le digest pour le cas clinique, il y a un JCO qui vient de sortir sur la caractérisation justement immunologique et moléculaire des chromophobes, porté par l'équipe de Boston, pour essayer de comprendre pourquoi certains chromophobes pourraient peut-être plus répondre à des stratégies d'immunothérapie. Donc en pratique, un dossier comme ça en RCP rare, aujourd'hui, on dirait... si possible, participer à un essai clinique. Et Stéphane essaye d'avoir le soutien de l'industrie pour pouvoir faire un essai clinique spécifique dans les chromophobes, ou en tout cas les recommandations seraient lenvatinib pembrolizumab ou lenvatinib everolimus. Et si on n'a pas accès à ça, un TKI en monothérapie. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas ici, la recherche de statut de la voie mTOR, savoir s'il y a une mutation éventuellement TOR1 ou pas. Ça peut éventuellement nous intéresser, parce que dans les chromophobes, c'est environ 20% des patients qui ont ce type d'anomalie. Ouais, donc ça, on revient sur le fait qu'il faut faire une caractérisation moléculaire autant que possible des nonnes à cellules claires, métastatiques, pour ouvrir la porte. Et en fonction des séries, c'est 5 à 15-20% qui ont une anomalie de la voie de mTOR, ce qui vous renforce dans votre stratégie type everolimus. On l'a fait plus tard dans l'histoire du patient, la caractérisation moléculaire, donc il n'y avait pas d'altération de la voie mTOR. Et on va aussi le rappeler, les chromophobes sont typiquement des tumeurs pour lesquelles, si le patient est éligible à une stratégie focale, on fera des traitements focaux-itératifs, chirurgicaux, de radiothérapie à visée curative, de résection complète. Entièrement d'accord, effectivement. Ce sont des patients dont globalement le pronostic est meilleur que celui des cancers à cellules claires. Donc sans doute, même si le niveau de preuve, on n'a pas de preuve formelle pour l'instant, en particulier pour ces entités rares, pour les raisons que l'on connaît, sans doute que la place des traitements focaux peut y être importante dans l'idée de conserver le plus possible les quelques lignes thérapeutiques. Effectivement, on avait discuté en RCP pour ce patient de savoir si, tu l'as dit, les nodules étaient non résécables, parce que ça peut être effectivement une stratégie chez les non à cellules claires d'aller faire de la chirurgie d'exérèse maximaliste des lésions en se disant on évite une première ligne pour laquelle on ne sait pas quelle va être l'efficacité. Bien sûr, on retarde l'instauration d'une première ligne, on n'espère pas guérir ces patients-là, mais voilà, la chirurgie peut être une ligne à part entière quand les lésions sont résécables. Qu'est-ce que tu en penses sur la voie d'abord? Il a été opéré comment par en robot? C'était quoi pour la néphrectomie? Alors, la néphrectomie initiale avait été faite hors centre. D'accord. Moi, je n'ai pas les infos de... Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine, par rapport au site tumoraux? Est-ce que ça t'interpelle ou pas? Oui, ça interpelle un petit peu. Alors bon, il y a quand même un nodule contralatéral, mais il y en a un qui est juste voilà, dans la loge de néphrectomie. Donc ça nous interroge toujours un petit peu sur... alors, je ne suis pas convaincue que la voie d'abord chirurgicale change quelque chose, mais en tout cas, l'effraction capsulaire qui peut parfois y avoir au moment d'un geste chirurgical et qui n'est pas toujours bien rapportée dans les comptes rendus opératoires à tort, parce qu'il faut savoir le dire, c'est très important pour la suite. Ça peut effectivement conditionner des récidives qui parfois sont effectivement dans des sites voilà, qui évoquent peut-être un ensemencement local au moment de la chirurgie. J'ai juste un petit commentaire justement pour remercier tous les centres, parce que du coup il y a une interne Nadine Mansour qui a fait donc son travail sur les chromophobes, qui l'a soumis donc à l'ESMO. Donc je voudrais remercier donc l'ensemble de notre groupe, parce que tous les centres ont participé pour tous les patients chromophobes métastatiques. Elle a récupéré tout ça. Donc elle a pu atteindre environ 120 malades grâce à l'aide d'EuroCCR, que je salue aussi, pour pouvoir récupérer tous ces patients. C'est quand même des tumeurs relativement rares. Par centre, c'est 1 ou 2 malades, pas plus. Donc avec 25 centres, on a pu en faire
oui, je multiplie par je ne sais pas combien, mais en tout cas, il y en a 120 au total. Et donc, elle fait le travail cet été. Donc, ça sera vraiment intéressant d'avoir une cohorte qui soit identique à la cohorte américaine qui a été présentée l'année dernière à l'ASCO, qui rapportait meilleure efficacité d'une bithérapie par rapport au TKI, mais encore une fois, il n'y avait pas le cabot, il n'y avait pas le Lanva, c'était des vieux, entre guillemets, des vieux médicaments, des vieux TKI, même si on les a utilisés pendant très très longtemps, ils étaient très très bien, puisqu'il y a beaucoup de laboratoires ici, surtout pas d'ombre au Sutent, mais maintenant on a des médicaments peut-être un peu plus puissants, voilà, donc à voir. Mais en tout cas, je remercie l'ensemble des centres pour ce beau travail qui s'appelle REPROB, et j'espère qu'on l'aura à l'ESMO. Très bien. C'est bon. Et du coup, vous présentez le traitement. Oui, il y a une suite. Donc, ce qui avait été choisi à l'époque, en 2021, c'était, comme on l'a dit, l'inclusion dans un essai thérapeutique. Donc, le patient avait été inclus dans Uniforecast et il avait reçu la double immuno, donc niveau IPI, avec une absence de réponse, comme on l'avait supposé, avec l'absence de contingent sarcomatoïde et le PDL1 à 0%. Et depuis, le patient est traité par inhibiteur de tyrosine kinase, par cabozantinib, avec 3 ans et demi de réponse, et là, actuellement, sous lenvatinib. Très bien, merci. Des questions complémentaires éventuellement sur nos chromophobes? Nous avançons sur les tumeurs du testicule. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ce cas clinique. Donc, sous-type pathologique rare d'une pathologie déjà rare. Donc là, on va vraiment être dans la grande rareté. Et donc, on va aborder les tumeurs stromales à cellules de Leydig. Donc, le cas clinique est le suivant. Vous recevez une demande de deuxième avis concernant Monsieur L, un homme de 45 ans en excellent état général, sans aucun antécédent, qui bénéficie en mars 2022 d'une orchidectomie gauche qui retrouve une tumeur à cellules de Leydig avec des caractéristiques malignes. Le bilan d'extension retrouve d'emblée des métastases pulmonaires multiples, bilatérales, avec des marqueurs tumoraux normaux. Le patient bénéficie d'une première ligne extramuros de PEB, 3 cycles, ne permettant d'obtenir qu'une stabilité tumorale. En novembre 2022, il progresse. Il est décidé de reprendre l'EP pour 2 cycles avec, dans le même temps, un séquençage dans le cadre de la plateforme Sequoia, retrouvant une charge mutationnelle faible, pas d'instabilité microsatellitaire et une mutation somatique et constitutionnelle dans le site d'épissage du dernier exon de la fumarate hydratase. Il est décidé alors en mars 2023 de proposer aux patients une deuxième ligne par Taxol, dont il bénéficie pendant 2 mois, avec une progression pulmonaire après les 2 mois de traitement. À ce moment-là, une troisième ligne par Gemox est proposée aux patients, avec une progression au décours immédiat. Donc voici un résumé des traitements administrés et de leur efficacité, PEB, reprise de l'EP, Taxol, Gemox, et un résumé du screening. Donc le patient nous est adressé à ce stade. Je ne sais pas si vous voulez réagir tout de suite ou à la fin du cas. On peut peut-être réagir un petit peu. Yves, sur le plan ANAPAT, une tumeur à cellules de Leydig avec déjà un potentiel malin, ce n'est pas du tout fréquent. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de caractéristiques pour dire que c'était malin. Alors, déjà, c'est rare. Enfin, les tumeurs à cellules de Leydig, ce n'est pas si fréquent que ça, mais maligne, ça l'est encore moins. Avec une mutation de FH, c'est un cas, voilà, donc c'est super intéressant. Mais voilà, donc le problème majeur qu'il y a, en fait, indépendamment de FH, sur lequel on va revenir dans un instant, c'est que effectivement les critères histologiques de malignité, en fait, sont juste probabilistes. Hein, donc il est coutume de dire que une fois que c'est métastatique, on est sûr que ça l'est, un peu comme pour les phéochromocytomes. Donc on a des critères quand même qui sont effectivement des critères cytologiques, les mitoses, la nécrose, l'envahissement, les emboles, etc. Donc il y a un score qui existe, qui est un score ça s'appelle le score de Less, qui a été construit sur peut-être une centaine de cas, donc qui n'est pas non plus voilà, donc qui est indicatif de la malignité. Et c'est vrai que il y a un risque de métastase quand on a ces critères qui sont présents, mais on n'est jamais sûr. Voilà. Très bien. Petite remarque sur la présentation clinique, il n'y avait pas du tout de dissémination métastatique ganglionnaire rétropéritonéale? Pas du tout, non. Exceptionnel, hein, parce que normalement c'est la voie de diffusion des tumeurs de Leydig métastatiques, c'est d'abord un rétropéritoine. Donc il a eu une dissémination purement hématogène. Enfin, il est vraiment très particulier dans sa présentation. Bon, on va peut-être exploiter FH, non?
en termes de cible sur le plan thérapeutique. Vas-y. Donc ça, exploiter FH, ça veut dire discuter erlotinib plus bevacizumab, puisque c'est ce qui a été en tout cas montré dans les tumeurs rénales métastatiques, sachant que c'est vraiment, donc c'est dans le syndrome HLRCC, ça a été démontré comme étant actif dans les gens chez les patients qui sont porteurs des mutations FH. Ça a été aussi testé pour information chez les tumeurs papillaires sans mutation et où ça ne marche pas. On ne retrouve pas le même niveau d'activité. Donc c'est vraiment très spécifique des tumeurs FH mutées dans le cancer du rein. Mais encore une fois, là, on est dans une situation différente. Donc effectivement, c'est les principales questions qu'on s'est posées quand le patient nous a été adressé. Alors dans la littérature, la déficience en fumarate-hydratase et les tumeurs à cellules de Leydig, on retrouve un impact pronostique sur des séries rétrospectives. Par contre, on n'a vraiment aucune information sur l'impact thérapeutique. Et comme vous le disiez, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les cancers du rein FH déficients? Peut-être en l'absence de données spécifiques. Et donc les principaux traitements qu'on pourrait discuter, c'est ceux que j'ai listés là. Le temolizumab, l'erlobeva, une immunothérapie associée à un anti-angiogénique ou éventuellement les inhibiteurs de PARP avec à chaque fois peu de données. Finalement, l'histoire de Monsieur L, elle évolue de manière assez péjorative et rapide avec l'apparition d'une métastase cérébrale très symptomatique en octobre 2023 avec un effet de masse nécessitant une neurochirurgie en urgence permettant l'exérèse complète et à nouveau d'avoir du matériel cette fois-ci bien relu à la lumière de toute l'histoire clinique, confirmant le diagnostic de tumeur à cellules de Leydig. Le patient bénéficie d'une radiothérapie stéréotaxique du lit cérébral et puis d'une radiothérapie antalgique de la fibula gauche, puisque je ne vous ai pas remis pour simplifier, mais à ce moment-là, l'extension métastatique devient également osseuse. On propose une 4e ligne à ce moment-là par T-modal, avec aucun bénéfice clinique pour le patient qui progresse très rapidement au niveau cérébral puis méningé et qui décède du coup 2 ans et quelques mois après son orchidectomie, avec aucune efficacité d'aucune des lignes systémiques débutées. Très bien, merci. Je pense que ça résume assez bien malheureusement notre défaillance totale sur le plan thérapeutique pour prendre en charge ces tumeurs malignes de Leydig extrêmement agressives. Et encore une fois, on aurait pu essayer Beva-Erlo, là, ça n'aurait pas... On a la chance quand même dans ces 3 dossiers d'avoir pu avoir des panels moléculaires et dans 2 cas sur 3 d'avoir des RCP nationales pour nous aider dans notre stratégie. Ça, je pense qu'on ne réalise pas la chance qu'on a d'avoir ça en France. Et en plus, potentiellement, l'accès à ces médicaments si une RCP nationale considère qu'il y a une opportunité de tenter un de ces traitements. Karim. Oui, mais merci beaucoup et bravo pour les 3 cas et les 3 discussions. Concernant les tumeurs de Leydig, je voudrais revenir là-dessus et la même chose concernant les tumeurs de Sertoli métastatiques. Très souvent, quand on discute ces patients, ces malheureux ont reçu une chimiothérapie par BEP. Je crois que je n'ai jamais entendu parler d'un patient qui ait répondu dans le monde, peut-être que je me gourre, mais jamais, j'en ai jamais eu. Ça fait très longtemps que j'utilise plus de BEP pour traiter ces patients. Et vraiment, y compris en discutant avec des dizaines d'experts, je n'ai jamais entendu une seule réponse. Donc je pense vraiment que collectivement, il faut arrêter d'enquiquiner ces patients avec une chimiothérapie qui, en gros, impose une hospitalisation prolongée, fait tomber les cheveux, peut donner de la neuropathie. Et il avait 45 ans, probablement entraîne un risque létal de peut-être 1%, 2% ou quelque chose qui ressemble à ça. Il lui restait 2 ans à vivre, et c'est bien sûr pas toi, Pierre-Yves, que je juge là, mais c'est plus vraiment collectivement, tout le monde a le réflexe de se dire « Ah, bah, c'est un testicule, je lui fais du BEP, puis on verra bien ». Ça ne marche jamais. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à arrêter et à discuter avec le patient, soit d'aller d'emblée vers une thérapeutique innovante, soit d'aller d'emblée vers un screening moléculaire, et je pense qu'effectivement il faut le faire, même si jusqu'à maintenant on ne va pas pêcher grand-chose, soit, alors là c'était pas le cas, Stéphane l'a mentionné parce qu'il n'y avait pas d'atteinte rétropéritonéale, se poser la question des traitements locaux, et là peut-être, et bien sûr on n'a pas du tout d'études randomisées, peut-être que les traitements locaux des métastases
peuvent différer un peu la progression chez ces patients. C'est plutôt ce que j'ai tendance à recommander dans ce type de situation, bien sûr avec un niveau de preuve qui est très discutable. Je crois vraiment que collectivement, il faut qu'on arrête de leur faire du BEP, quoi. Commentaire tout à fait partagé par le panel. On est d'accord. Alors, dans la même veine, il faut que je commente. Je ne peux pas ne pas commenter cette irradiation de l'ensemble de l'encéphale, dont je n'ai pas de souvenir. Mais effectivement, qui était peut-être un peu optimiste, le patient semblait présenter un envahissement des méninges, et on sait que dans ces cas-là, le service rendu au patient est très, très, très modeste. On fait, vous le savez bien sûr, j'enfonce quelques portes ouvertes, de moins en moins, voire plus du tout d'irradiation de l'ensemble de l'encéphale, sauf dans les tumeurs très rares. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait, je ne suis pas sûr qu'on ait rendu service au patient qui est décédé, semble-t-il, dans le mois et demi qui a suivi. Moi, j'avais un commentaire par rapport à ce que tu disais, Karim, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on mette en place des recommandations, parce que c'est vrai que le réflexe, c'est le BEP, et du coup, derrière, donc là, je vois qu'il en plus, il y en a 8, enfin, 3 plus 2. Enfin, 3 plus 2, voilà, donc du coup, ça ne sert à rien. Donc vraiment, des recommandations nationales me paraîtraient vraiment importantes pour informer tous les centres qu'il faut arrêter de faire ça, c'est sûr. Et 2 mots sur le FH, du coup, dans ce contexte, que j'étais relire quand même sur l'association avec ces tumeurs de cellules lymphiques. Donc FH, c'est d'abord les léomyomatoses cutanées, les lyomomes utérins, et dans 15% des cas, quand c'est dans les manifestations rénales. Après, beaucoup plus rarement, les phéochromocytomes, les paragangliomes, et de façon sporadique, enfin, dirais exceptionnelle, les tumeurs à cellules lymphiques chez l'homme et l'équivalent chez la femme au niveau des cordons sexuels de l'ovaire. Et quand même, globalement, très souvent, quand même, c'est constitutionnel, hein, sauf pour les léomyomes utérins où c'est 1 sur 2. Donc là, au minimum, il y a quand même chez lui l'enquête familiale qui s'impose, bien entendu. Merci, Pierre-Yves. 3 diapos très rapides pour conclure notre session et être dans le timing. Je pense qu'effectivement, vous avez vu la complexité des choses quand même. C'est pas simple, mais le message optimiste, c'est que nous avons, je pense, tous les ingrédients de l'expertise pour poursuivre les réflexions pour ces patients, que, comme le soulignait Laurence, nous avons la chance d'avoir des RCP de recours national pour la grande majorité de ces tumeurs, Carrare pour le rein, c'est tous les 15 jours, Alicante pour le testicule et Aventure pour les tumeurs rares des voies urinaires. Donc je pense que vraiment, bien sûr, pour la prise en charge quotidienne de ces patients, c'est très important de vous y connecter, mais aussi pour nous permettre d'enregistrer ces cas et de réfléchir, bien sûr, à des protocoles prospectifs en fait, à poser pour ces patients, en ayant effectivement des méthodologies adaptées à ces tumeurs rares, comme nous le soulignons. Et bon, on commence à y réfléchir. Donc vous voyez, on avait, par exemple, on a déposé en 2025 un PHRC sur les tumeurs de l'Ourac, hein, qui sont aussi des tumeurs bien sûr rares, et qu'on a un projet national sur les tumeurs neuroendocrines de vessie. Donc je pense que voilà, les ingrédients sont là. Continuons ensemble à réfléchir et à proposer des alternatives à ces patients, parce que visiblement, nos attitudes de standard ne répondent pas aux besoins qu'ils ont. Merci à tous les experts du panel et de votre attention. Merci beaucoup donc, au panel. Merci à Pierre-Yves, à Émilien et à Cédric d'avoir relevé le défi de présenter ces cas cliniques de situations où souvent on ne sait vraiment pas quoi faire et où souvent ça ne marche pas bien. C'était très clair. Je vais passer la parole à Laurence et à Marine concernant la bourse ESAI du GETUC pour les tumeurs rénales. Merci Karim. C'est pour ça qu'on a truqué le chrono pour être parfaitement à l'heure. Et donc moi derrière, comme ça on verra que je suis petite, mais c'est parce que je suis derrière toi. Non, donc avec Marine et au nom du comité de pilotage du GETUC, on est très heureux parce que aujourd'hui on vous présente la première fois une bourse qui est une bourse réalisée grâce au soutien de ESAI et de MSD, qui donc s'appelle bourse ESAI GETUC. Qui est une bourse qui se lance pour nous aider à avoir des financements dans la recherche pour le cancer du rein. Alors c'est une bourse thématique qui porte sur les cancers du rein métastatiques d'une valeur de 20 000 €. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la remise de la bourse. Donc vous allez tous pouvoir candidater puisqu'en fait c'est l'annonce de la bourse aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas raté une deadline et la deadline va en fait se caler avec les 2 autres bourses dont vous avez peut-être déjà connaissance, qui sont les bourses Arthur.
tous les 2 ans, nous avons 2 bourses Arthur. Et donc là, il y a une 3e bourse qui vient se rajouter, qui sera évaluée par le même panel international qui revoit les 2 autres bourses Arthur, donc avec des grands noms du cancer du rein à l'échelle européenne, et qui verront également ce dossier qui va être donc sur la thématique métastatique, là où les 2 autres dossiers peuvent être sur la maladie localisée. Et qui sera remise lors du congrès Arthur qui a lieu à l'automne et auquel nous vous invitons tous à participer. Donc il y aura également la bourse ESAI GETUG remise lors d'Arthur. Alors un grand merci à ESAI MSD de soutenir ça. Merci au GETUG de permettre d'annoncer aujourd'hui cette nouvelle bourse. Plus on est nombreux sur une thématique, plus on avance dans le domaine de la recherche. Et avec Marine, on était très heureuse de pouvoir souligner les efforts qui sont faits dans ce domaine et pouvoir l'annoncer lors de cette journée d'enseignement et de recherche du GETUG. Marine, est-ce que tu veux compléter par une petite chose ? Difficile, Laurence. Non, merci beaucoup et profiter de cette effectivement opportunité supplémentaire. C'est vrai que chaque année, chaque bourse Arthur fait l'objet de pas mal de dossiers, donc c'est vraiment une opportunité pour avoir une chance que le projet soit soutenu. Donc candidater et merci à la fois au GETUG de permettre de faire cette annonce et puis au laboratoire de donner cette possibilité. Donc toutes les infos sont sur le site du GETUG, ainsi que le calendrier de soumission, pour que vous ayez l'été pour bosser. C'est une bonne nouvelle. Le PHRC a été un peu repoussé, mais par contre, vous pouvez bosser pour la bourse ESAI GETUG, et donc qui sera ensuite allouée lors du congrès Arthur. Merci beaucoup et à vos soumissions. Donc, et grâce au panel tumeurs rares et à nos 2 expertes du cancer du rein, nous sommes un peu en avance sur le programme, bravo. Et donc, on va pouvoir faire un break d'une petite demi-heure, si je me souviens bien, avant de reprendre avec la dernière session. Pensez à vous hydrater, ça commence à chauffer un petit peu. On ne veut pas un seul malaise. À tout de suite.